Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noble art. Aujourd'hui, on vous raconte un coup de folie entré dans la légende de notre sport. La morsure de Mike Tyson. Allez, on prend notre machine à remonter le temps, direction le 28 juin 1997 pour le championnat du monde WBA des poids lourds. La revanche tant attendue entre Evander Holyfield et Mike Tyson au MGM Grand de Las Vegas. Vous nous suivez? Let's go! Comme nous vous le disions en intro, ce Tyson-Holyfield 2 est la revanche d'un combat qui s'est déroulé 6 mois plus tôt. Mais effectuons un petit retour en arrière pour comprendre comment nous sommes arrivés à cette fameuse morsure. En 1987, Mike Tyson devient le premier champion du monde poids lourd, incontesté depuis Leon Spinks. Après une flopée de défenses victorieuses de ses titres, Iron Mike accepte de combattre Evander Holyfield. Hélas, il perd de façon surprenante contre Buster Douglas en 1990 lors d'un combat qu'il considérait comme un combat de préparation. Après ça, différents aléas et blessures empêchent Tyson et Holyfield, qui a vaincu Douglas entre-temps, de se retrouver sur le ring. Et en 1992, c'est le drame. Mike Tyson est mis en cause par Desiree Washington, une jeune fille de 18 ans qui l'accuse de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel à Indianapolis. Au terme de son procès, Tyson est jugé coupable et condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Finalement, il recouvre sa liberté le 25 mars 1995, moins de 3 ans après sa condamnation. À sa sortie de prison, Tyson a pour ambition de redevenir le champion incontesté qu'il était avant ses déboires avec la justice. En son absence, c'est un certain Frank Bruno qui s'est emparé de la ceinture WBC. Après 2 combats de rentrée vite expédiés, il fait face au champion le 16 mars 1996. Dépassé par la puissance de feu d'Iron Mike, Bruno est au tapis à la 3e reprise et cède son titre à Tyson. Le 7 septembre, Tyson a l'occasion de réunifier les ceintures WBC et WBA face au champion Bruce Seldon. L'affrontement tourne court. Dès la première reprise, Seldon est envoyé au tapis par un premier direct du gauche, puis un second crochet du gauche qui ont raison de la combativité du champion sortant. En septembre 1996, 18 mois après sa sortie de prison, Tyson a donc déjà réunifié 2 ceintures. Il ne semble pas avoir perdu de sa superbe et son punch surpuissant est toujours aussi destructeur. C'est à ce moment que Don King, manager de Tyson, a l'idée de monter le combat que le monde entier attend. Il propose à son poulain de combattre Evander Holyfield pour la ceinture WBA. Don King n'a pas oublié l'acte manqué du début des années 90, lorsque les 2 champions devaient s'affronter. Mais à cause de la défaite inattendue de Mike face à Douglas, puis de ses démêlés judiciaires, ce combat n'a jamais eu lieu. C'est aussi une occasion pour Tyson de redorer son blason après une période où il a touché le fond. Organiser un combat lucratif face à un adversaire à la notoriété importante lui permettrait de retrouver l'élite de la boxe mondiale. Toutefois, il ne faut pas oublier que celui qui devait se voir attribuer une chance de combattre pour la ceinture WBA n'est pas The Real Deal Holyfield, mais bien Riddick Bowe. Le puncher de Brooklyn, qui fut d'ailleurs élève dans la même école que Tyson plus jeune, a remporté 2 des 3 combats qui l'ont opposé à Holyfield, dont le dernier. Mais Bowe met fin à sa carrière après 2 combats difficilement remportés face au Polonais Andrew Golota. Le 9 novembre 1996, c'est donc en tant qu'outsider qu'Holyfield se présente face à Tyson sur le ring du MGM Grand Hotel. Parmi 48 journalistes sondés, 47 mises sur une victoire de Mike et seul celui du Boston Globe donne Holyfield gagnant au 9e round. On ne donne pas cher de la peau de l'ancien champion. Tout le monde voit le vieillissant challenger se faire rouster par la puissance de feu d'Iron Mike.
À bientôt 35 ans, Evander a beau affirmer « J'ai surtout 5 ans d'expérience en plus », personne ne croit en un hypothétique exploit. L'ex-entraîneur de Joe Frazier, le réputé Eddie Futch, dit même de ce combat qu'il arrive trop tard pour Holyfield, qui n'est plus aussi rapide qu'avant. Futch le voit mal contrer la vitesse d'un Tyson plus jeune. Au vu de ces éléments de contexte, on comprend mieux l'empressement de Don King pour organiser ce combat. Lui qui avait traîné des pieds au début des années 90, alors que Holyfield était dans la force de l'âge. L'entreprise de démolition d'Iron Mike débute à la seconde même où la cloche du premier round retentit. Pour Holyfield, laisser passer l'orage semble utopique. Et pourtant, affûté physiquement et dominant techniquement Tyson, Evander Holyfield contient les assauts répétés du champion en titre. Les premières reprises mettent à mal un Holyfield vieillissant, mais il résiste au direct et crochet de Tyson. Les rafales de coups pleuvent, mais le challenger ne rompt pas. Le MGM grand tout entier pousse derrière The Real Deal, qui tente de répondre à Tyson. Le 5e round est meilleur pour Tyson. Il attaque davantage au corps et en utilisant plus d'uppercuts. Il réussit à placer un enchaînement surpuissant, un crochet droit au corps suivi d'un uppercut du droit au menton. Holyfield est touché et encaisse encore quelques coups durant la reprise, mais reste debout. Les juges Dalby Shirley et Jerry Ross estiment que Tyson remporte le round, alors que le juge Federico Vollmer voit Holyfield devant. Le combat va définitivement tourner dans le 6e round. Dans la dernière minute, Evander parvient à envoyer Tyson à terre sur un contre, d'un crochet du gauche au corps. Tyson va au sol pour la 2e fois de sa carrière. Holyfield termine le round en trombe, acculant Tyson dans les cordes. Une nouvelle fois, Iron Mike frappe Holyfield après le gong. Acculé et incapable de répondre à l'endurance et au défi physique que lui impose son challenger, Tyson cède par KO technique au 11e round. L'avalanche de coups portés par Evander combinée à l'absence de réaction de Tyson contraignent l'arbitre à arrêter le combat. La 2e défaite de la carrière de Tyson signale aussi le retour en grâce d'Holyfield, qui en profite pour s'emparer de la ceinture de champion du monde WBA. The Real Deal marque l'histoire avec cette victoire. À 34 ans, il reprend le titre de champion du monde poids lourd pour la 3e fois de sa carrière. Seul un boxeur y était parvenu avant lui, un certain Mohamed Ali. Holyfield, qui on le sait est un perfectionniste dans sa préparation, a assisté à la défaite de Mike contre Buster Douglas. Observateur, il calque sa stratégie sur celle qui avait permis à Douglas de l'emporter. Cette tactique, plus simple à théoriser qu'à réaliser, commence à être connue de tous. Laisser passer la tempête en première partie de combat, inévitablement à l'avantage d'un démolisseur comme Tyson, pour s'imposer lors de la seconde moitié, plus éreintante physiquement pour ce dernier. Profitant de son allonge et d'une technique adaptée, il défait finalement assez logiquement Mike au vu du match. Beau joueur, Iron Mike déclare en conférence de presse « Merci pour tout, j'ai du respect pour toi ». À l'issue du combat, Holyfield et Tyson sont désignés boxeurs de l'année par le réputé Ring Magazine et la rencontre est élue meilleur combat de l'année. La catégorie poids lourd, qui vient de connaître quelques années en demi-teinte, semble renaître de ses cendres grâce à ce duel de titans. Évidemment, après cet affrontement exceptionnel, une revanche est attendue par tous les amateurs du noble art. Ça tombe bien, celle-ci est programmée pour le 28 juin 1997. Après Finally, le rematch est intitulé The Sound and the Fury. C'est le combat que le monde entier attend, toujours au MGM Grand de Las Vegas. Le combat rapporte 281 millions de dollars de bénéfices entre la billetterie, le pay-per-view et les droits télé. À l'époque, c'est le combat qui génère le plus de revenus dans l'histoire de la boxe. Un événement international, le genre de combat qu'on ne louperait pour rien. Le combat débute dans une atmosphère électrique. Tyson veut laver l'affront du premier acte. La cloche retentit. La revanche commence. Au début du combat, Tyson apparaît beaucoup moins statique comparé à la première rencontre. En bougeant latéralement sa tête et en utilisant davantage son jab, il touche son adversaire de plusieurs crochets gauches.
Evander, quant à lui, fait admirer sa superbe technique et son jeu de jambes rapide dès le début du combat cette fois-ci. Il met à mal Tyson, qui ne parvient pas à le fixer afin de placer son fameux enchaînement crochet du droit suivi d'un uppercut. Le premier round est remporté par le champion en titre qui semble confiant et sûr de sa boxe. Le deuxième round confirme la tendance qui s'est dessinée dès le début du combat. Mais sur un coup de tête d'Holyfield, Tyson est touché à l'arcade sourcilière. Cette blessure semble d'ailleurs gêner Iron Mike durant toute la reprise. Il apparaît très frustré durant le reste du round, se plaignant à l'arbitre de coups de tête irréguliers de la part d'Holyfield. Evander ne recule pas et avance sans cesse vers un Tyson qui semble à court de réponses tactiques. Les juges attribuent les 2 premiers rounds au champion en titre. Mike Tyson se doit de réagir. Il débute la 3e reprise de manière plus conquérante et enchaîne plusieurs bons crochets qui font reculer Holyfield. Le champion est contraint de ralentir le rythme du match en venant plusieurs fois au corps à corps avec son adversaire. On arrive dans la dernière minute de cette reprise où Mike tient enfin le match par le bon bout. Il a retrouvé son dynamisme, de l'allant et bouscule véritablement son adversaire. Mais à 40 secondes de la fin de la reprise, l'improbable se produit. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here, above us by Tyson. Excédé par les corps à corps répétés et les coups de tête d'Holyfield, Iron Mike mord l'oreille droite de son adversaire lors d'un nouvel accrochage et lui en arrache même un morceau. Du jamais vu à ce niveau. The Real Deal semble sérieusement touché. L'arbitre, Millis Lane, placé derrière les 2 boxeurs au moment de la morsure, interrompt le match le temps qu'Evander puisse se faire soigner. La morsure est bien visible sur l'oreille du champion. Le public hue Tyson, qui semble ne pas encore mesurer la portée de son attaque. Pire encore, il toise Holyfield. Lane inflige 2 points de pénalité à Tyson, mais autorise la reprise du combat. En effet, dans le règlement, les blessures à l'oreille ne sont pas considérées comme facteurs de fin de combat. Mais Tyson est dans un état second. Le combat reprend et moins de 10 secondes après la reprise de ce 3e round, Mike récidive et mord l'oreille gauche du champion. You know, it's funny, Mike was having his best run. He did it again. Mike Tyson has big. Cette fois-ci, c'en est trop pour Millis Lane qui disqualifie Mike Tyson après avoir découvert la 2e morsure. Tyson, toujours survolté, veut en découdre avec Holyfield et son coin. Déchaîné, il provoque un brawl qui force les policiers sur place à intervenir. À la fin du combat, Mike Tyson est toujours furieux. Les nombreux agents de sécurité présents le dissuadent d'aller vers Holyfield, qui reste choqué de l'agression qu'il vient de subir. Les 2 boxeurs quittent enfin le ring et regagnent leurs vestiaires respectifs. Le public de Las Vegas conspue un Mike Tyson qui fait des gestes obscènes à la foule. En guise de réponse, il reçoit des bouteilles et autres projectiles. D'autres incidents sont provoqués par le public et le chaos se propage peu à peu à travers tout le casino. On relèvera même une 40aine de blessés à la fin de la journée. Interrogé après le combat, l'arbitre affirme avoir prévenu le coin de Tyson des conséquences en cas de récidive d'une telle attaque. La disqualification était donc tout sauf une surprise. Evander Holyfield, lui, est incroyablement lucide après le match et décrit son agression sans haine ni rage. Il dit avoir tout fait pour rester calme après la première morsure, et il remercie Lane d'être intervenu et d'avoir arrêté le combat. John Horn, le co-manager de Tyson, déplore quant à lui les multiples coups de tête reçus par son poulain lors du combat. De là à expliquer l'acte de cannibalisme de Tyson. Au final, cette morsure ressemble à un suicide sportif tant elle va à l'encontre des conventions établies. Depuis 50 ans, aucun championnat du monde n'avait été arrêté par disqualification. Le dernier en date avait été Buddy Beer, qui avait refusé de combattre face au bombardier brun, Joe Louis. Le plus grand rematch de l'histoire, selon Don King, a tourné au fiasco,
et on compte désormais les pots cassés. Look at me, look at me, look at me, look at me. I gotta go home and my kids are gonna be scared of me. Look at me, man. Immédiatement après le combat, Tyson se voit retirer sa licence de boxe. Il est suspendu un peu plus d'1 an et condamné à payer $1 million à Holyfield. Déjà catalogué comme bad boy, Iron Mike est désormais un cannibale. Même le président Clinton s'exprime sur le sujet. En tant que fan, j'étais horrifié. Holyfield, de confession évangélique et fidèle à ses principes, pardonne l'agression de Tyson. La Bible dit qu'on a tous des parts d'ombre en nous. Et l'une des raisons pour lesquelles il est facile pour moi de lui pardonner, c'est que je mordais moi-même mes frères lorsque j'étais plus jeune. Ils étaient plus âgés et plus grands que moi. Et quand ils me plaquaient au sol pour jouer, je les mordais pour m'en sortir. La suite de la carrière des deux protagonistes sera d'ailleurs diamétralement opposée, après cette soirée à jamais gravée dans la mémoire des fans de boxe. Tyson refait surface en 1999. Moins rapide que par le passé, il parvient tout de même à venir à bout de boxeurs moins réputés tels que François Botha, Julius Francis, Lou Savarez. Il est néanmoins blacklisté des casinos de Vegas qui sont lassés de ses frasques. Plus aucune salle du Nevada n'accepte d'organiser un combat avec Iron Mike. Malgré tout, le 8 juin 2002, il obtient une nouvelle chance de remporter une ceinture de champion du monde face à Lennox Lewis. Loin de son poids de forme et trop juste physiquement, il est mis KO à la 8e reprise par le champion anglais. N'étant plus que l'ombre à peine reconnaissable du champion féroce de ses jeunes années, Iron Mike va finir par prendre sa retraite en 2005 après une dernière défaite peu glorieuse face à Kevin McBride. Malgré plus de $300 millions remportés durant sa carrière, Tyson est ruiné lorsqu'il raccroche les gants. Ultime humiliation, il est contraint de participer à des exhibitions grotesques pour payer ses dettes. Holyfield, de son côté, est le boxeur à avoir régné le plus longtemps sur les poids lourds durant les années 90. Il défend son titre face à Michael Moorer et réunifie les ceintures WBA et IBF. Il est même nommé boxeur de l'année pour la 3e fois. Heavyweight champion of the world, Evander, the real deal, Holyfield. En 1999, il affronte Vaughan Bean et triomphe par décision unanime. Il s'incline finalement à 37 ans, lors du rematch qu'il oppose au champion britannique Lennox Lewis. Toutefois, The Real Deal ne s'avoue jamais vaincu et finit par devenir champion du monde pour une 4e fois en remportant la ceinture WBA face à John Ruiz. Finalement, Holyfield prend sa retraite en 2011. Des années plus tard, les deux protagonistes se mettent en scène dans une publicité pour Foot Locker où Tyson vient s'excuser auprès d'Holyfield en lui rendant son bout d'oreille manquant qui était gardé dans du formol durant toutes ces années. Right here. I kept that in formaldehyde. Thanks. Mike Tyson expliquera une nouvelle fois sur le plateau d'Oprah Winfrey que c'était les coups de tête répétés qui l'avaient fait exploser de rage. Being acquainted with you. Okay. Alors certes, la vie d'Iron Mike a été marquée par une bonne dose de drogue, de sexe et d'excès en tout genre. Mais en dehors de cet incident dramatique, difficile de lui reprocher un quelconque manque de fair-play durant sa carrière sportive. Hélas, en mordant l'oreille d'Holyfield, il a mis à mal l'image du noble art et de ses pratiquants aux yeux du public. Et la terrible soirée du 28 juin 1997 restera pour toujours entachée par l'un des plus grands coups de folie de l'histoire de la boxe.